Salut la résistance. Pas évident d'appréhender une stratégie, surtout lorsqu'elle est aussi conséquente qu'ambitieuse, mais on va tenter de le faire d'une manière succincte pour que tout le monde puisse appréhender au mieux ce que l'essor des résistants appelle la stratégie d'émancipation collective par la fraude du non légal. Voici donc un schéma sur lequel on va s'appuyer pour expliquer cette stratégie. Voilà, c'est très condensé, mais justement, si je suis là, c'est pour l'expliquer au mieux et la développer avec vous. Donc cette stratégie d'émancipation collective, quel est son objectif? Eh bien, il sera de fédérer des êtres vivants vers un objectif commun qui est l'émancipation. Elle s'articule en trois axes, que sont l'union, l'organisation et l'action. Le tout piloté par une ligne directrice qui est donc la fameuse fraude du non légal. Là, comme ça, on peut se dire qu'effectivement, on n'a pas forcément réinventé la poudre, c'est vrai. L'union, l'organisation et l'action, quand on évoque la résistance, ça paraît être une évidence. Bon, peut-être pas forcément pour certains, mais ça peut paraître une évidence. Là où nous souhaiterions apporter une autre dimension à cette stratégie, eh ben, c'est en rendant plus simple et en vous donnant toutes les clés sur ce qu'est la fraude du non légal. Alors ça non plus, ce n'est pas nouveau, mais c'est un domaine qui a été gardé un petit peu secret. Ça a été, et ça l'est toujours, appliqué de manière très individuelle et personnelle. Alors, le côté personnel, c'est vrai, chacun doit pouvoir maîtriser les rudiments de cette fraude du non légal. Mais quand je dis qu'elle est faite à titre individuel, c'est que c'est comme si on trouvait un trésor. Et la première chose que l'on fait quand on trouve un trésor, c'est qu'on essaye de le cacher. Et ben parce qu'on a trouvé quelque chose de précieux et en premier lieu, on veut le garder pour soi et essayer de voir ce qu'on va en faire avant de l'imaginer, le partager. Et si on le partage, vous imaginez bien qu'on va le partager avec des gens de confiance. On ne le partagera pas forcément à n'importe qui. Voilà pourquoi une des raisons qui fait que la fraude du non légal n'est pas si connue que ça. Alors d'ailleurs, on va mettre les pieds dans le plat de suite. Avant de développer ce que peut être l'union, l'organisation et l'action, je vais tenter d'expliquer d'une manière très simple les rudiments de la fraude du non légal, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on en fait. Et vous verrez qu'ensuite, union, organisation et action prendront de suite une réelle autre dimension. Pour introduire la fraude du non légal, je dirais que c'est une manière de démontrer le complot de manière factuelle, parce que ça se passe au niveau administratif et juridique. Alors il est très compliqué de parler de complot dans notre société, parce qu'on est très vite taxé de complotistes et de fous furieux. Évoquer la franc-maçonnerie, évoquer les Illuminati, évoquer toute autre théorie complotiste ne mène jamais nulle part. Généralement, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas encore pris pleinement conscience de la mécanique de ce monde. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi certains francs-maçons se donnent des noms pompeux comme gardiens du royal secret, on peut très bien imaginer que ce secret, parmi tant d'autres dans ce monde, tourne autour de la fraude du non légal, par exemple. Henry Ford disait d'ailleurs: si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Eh bien, pour la fraude du non légal, j'imagine que nous n'attendrions pas forcément le lendemain non plus. Tout commence avec l'acte de naissance, qui est en fait le premier contrat qui nous relie à cette société et qui implique la création d'une personne juridique, aussi appelée personne morale ou homme de paille. Notez bien, pour commencer, que vous êtes un être vivant et qu'à la création de ce contrat qui est l'acte de naissance, une personne juridique est créée, mais cette personne juridique est fictive. C'est vous qui existez en tant qu'être humain et non cette personne fictive qui est présente sur les documents administratifs.
Il s'agit bien d'un contrat que vous n'avez pas signé. C'est vos parents qui ont signé cet acte de naissance et non vous. Donc vous n'avez absolument pas consenti à la création de cette personne juridique et à quoi que ce soit d'ailleurs. C'est ce que l'on appelle un dol, un vice de consentement. Vous n'avez pas consenti à intégrer cette société. Parce que de facto, cet acte de naissance est un contrat donc qui vous relie à cette société, mais on ne vous a pas posé la question. Est-ce que vous voulez intégrer la société République française présidence, communément appelée et à tort la République française? Par habitude, donc, nous consentons de représenter cette personne juridique qui nous implique dans un système avec ses lois, ses codes, etc. Ces lois qui vous obligent donc à agir de telle ou telle manière pour bien être conforme à ce qu'attend la République française de vous. L'astuce pour que cette fraude soit mise en place, c'est que nous dépendons des lois maritimes, et que l'on appelle communément aussi le Code commercial uniforme UCC, qui dit que nous sommes tous considérés comme morts à l'âge de 7 ans, âge auquel la marchandise que nous représentons est considérée comme définitivement perdue en mer. Alors pour la petite histoire, à l'époque où les capitaines partaient en bateau, ils laissaient à la capitainerie, au dock, tous leurs biens. Parce qu'on n'emportait pas forcément tous les biens sur un bateau, on les récupérait. Mais il se trouve que sous une période de 7 ans, si le capitaine ne revenait pas, le capitaine du bateau, il était considéré comme perdu en mer, comme mort, et tous les biens étaient donc récupérés. Et si vous faites le parallèle, c'est un petit peu pareil. Vous partez en mer, et en fait, ne restera que, au bout de 7 ans, votre personne juridique, et tout ce qui vous appartient à vous en tant qu'être vivant sera transféré à cette personne juridique, qui est une personne fictive, appartenant au système, évidemment. Bien sûr, il n'est pas question de partir en mer et de se perdre en mer, c'est imagé. Mais on va dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, nous devrions pouvoir réclamer via notre déclaration de naissance, notre acte de naissance originel, le fait de reprendre possession de sa vie, de se déclarer en tant qu'être vivant. Chose que nous ne faisons pas pour la plupart et qu'il est quasiment impossible de faire parce que remettre la main sur des documents officiels que sont l'acte de naissance ou la déclaration de naissance est quasiment impossible. Ou du moins, c'est une sacrée mission. Mais bon, ça reste encore une manière théorique qui est très peu concrète de présenter la fraude du non légal. Donc comprenez que pour le système, il n'y a pas d'être vivant, nous sommes morts. D'ailleurs, dans le droit français, il n'est jamais question d'être vivant et dans tous les documents administratifs, on va parler de personne juridique et à aucun moment on ne va faire mention d'un quelconque être vivant. Normal, il nous considère comme morts. Dans le domaine juridique, le mot personne signifie rien. Ce qui a quand même le mérite d'être clair. Quand on dit qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Et en latin, le mot persona désignait le masque de l'acteur. Puis il a signifié le personnage ou le rôle. En fin de compte, on se rend compte que si on administre sa personne juridique, ou du moins qu'on consent de représenter cette personne juridique, eh bien, nous jouons le rôle du système. Nous mettons un masque et nous ne sommes plus nous, nous sommes la fiction juridique. Cette modification de notre statut d'être vivant à celui d'un statut d'entreprise, parce que la personne juridique au final est un statut d'entreprise, est rendue possible par l'utilisation de notre nom de famille rédigé en lettres capitales en forme de bâton et non pas les jolies majuscules bien courbées. Alors c'est pas du tout un détail. Nos noms de famille sont utilisés par l'administration sous forme de lettres capitales. Cette forme d'écriture correspond à la typologie des sociétés. Vous n'avez qu'à vérifier par vous-même, toutes les sociétés ou les raisons sociales sont écrites en capitales. Donc voilà, vous pouvez maintenant vérifier sur tous vos documents d'identité, votre nom est inscrit en capitale qui correspond à la typologie des sociétés, autrement appelé le glossa. Qu'est-ce que cela implique? Alors,
Pour contracter avec une personne juridique, il faut être une société. Parce que pour agir avec une corporation, il faut soi-même être une corporation. Et la France et ses institutions diverses, de la police jusqu'aux tribunaux, ont des numéros de sirène et de ciré. Elles sont des entreprises enregistrées à l'étranger. Par exemple, on pense que la France est un État souverain. Non, la France est une société baptisée République française présidence, avec le numéro de ciré 100 3 x 0 017. Possédons-nous aussi un numéro de ciré, et plus généralement, il est tiré de notre fameux numéro de sécurité sociale, si important. Il nous relie aussi à des IBAN et nous négocions tout sous forme de contrat, en général via des DOL. Donc le système agit sur nous via la loi des contrats et des sociétés. Notez que tout ce que nous avons enregistré sous notre nom de famille appartient donc à ce système. Il en va de nos véhicules, nos maisons et même nos enfants. Nous, êtres vivants, ne sommes que les titulaires de ces possessions. Alors pour redéfinir le mot titulaire, c'est celui qui a le titre et le droit d'une dignité sans en avoir la possession, sans en remplir la fonction. On va prendre deux exemples. Votre compte en banque, vous vous dites c'est mon argent. Et pourtant, quand vous allez à la banque et que vous voulez retirer 5000 euros, eh ben, vous n'allez pas pouvoir. Et vous allez vous dire mais bordel, c'est mon argent et pourtant je ne peux pas le retirer. Ben oui, ce sont leurs règles et vous n'êtes que le titulaire. Vous avez le droit d'utiliser ce compte, mais au final, ce compte, il ne vous appartient pas. Et pour un autre exemple qui peut faire monter au plafond aussi, c'est tout bête, mais quand on parle d'IEF, instruction en famille, c'est-à-dire pas de déscolariser, mais de faire l'école à la maison. Aujourd'hui, ils font la chasse parce qu'ils veulent interdire que nous fassions l'école à la maison à nos enfants. Et ça choque personne. On est des êtres vivants libres et on nous impose d'instruire nos enfants dans cette géante machine à laver, le cerveau, qui est l'école de la République. Nous n'avons pas le droit sur nos enfants, sous peine d'avoir de gros soucis. Donc ça devrait quand même percuter. Reprenons donc le fil. Suite à notre naissance juridique, et en tant que société fraîchement créée, le système a pu estimer notre valeur à l'aide de tables qu'on appelle actuarielles. C'est des calculs de l'espérance de vie. En fonction de l'énergie que nous allons dépenser tout au long de notre vie par notre force de travail et de production. En fait, un compte en banque est créé à notre naissance, puisque nous sommes des sociétés. Et à chaque société est associé un compte en banque. Donc un numéro IBAN créé grâce à notre numéro de sécurité sociale. Ce compte créditeur représente une estimation de notre labeur via notre espérance de vie, ce qui va permettre au système de se servir de nous comme des garants pour s'autofinancer et par ce fait créer et alimenter la dette. Cette personne juridique est donc un bien financier. Nous sommes une marchandise avec une valeur. Et si vous calculez le montant de la dette et que vous le divisez par le nombre de personnes juridiques sur Terre, parce que c'est une fraude qui est mondiale, on en arrive à peu près 30 000 euros de dette à notre naissance qui nous sont imputés. Nous naissons avec 30 000 euros de dette. Voilà, ça devrait quand même vous faire bondir au plafond. Parce que légalement, nous sommes tous complices de ce que notre pays affilié, la France, commet comme crime et délit. Nous comprenons maintenant pourquoi le système nous implique de facto lorsqu'il s'agit de responsabilité. Et oui, nous sommes embarqués dans leur système. Nous avons bien consenti à tout cela. Nous voilà donc embarqués dès notre naissance, à notre insu, dans un système qui nous place sous le statut d'esclaves, complices, endettés et consentants. Nous devrions donc mieux comprendre à présent la mécanique d'asservissement de ce système illégitime, illégal et frauduleux.
Maintenant, que pouvons-nous y faire? Eh bien, il est grand temps de nous désolidariser de ce système esclavagiste et nous devons changer notre condition. Alors, toutes les lois se basent sur les déclarations des droits de l'homme. Selon la pyramide des normes, ces lois sont au-dessus de toutes les autres. Et on pourra noter sur l'article 6 que nous ne sommes pas obligés de reconnaître notre personne juridique. Quant à l'article 30, il dit que ces déclarations sont inaliénables. Donc, ils ne peuvent pas créer des lois au-dessus de celles-ci. Il y a un mot qui va revenir assez souvent, c'est celui de diverain ou diveraineté. Alors il faut bien comprendre que c'est un terme qui a été inventé pour enlever les connotations que peuvent avoir les mots souverain. Alors diverain, c'est une contraction de divin et de souverain. Donc nous serions divin en potentiel et souverain en l'état, dès notre naissance en fait, pour un peu que l'on en ait conscience. Retrouver sa diveraineté commence donc par la nécessité de se reconnaître comme un être divin, qui est seul responsable de lui-même. Il n'y a aucun être ou aucun organisme qui n'a le pouvoir de nous redonner notre diveraineté, sauf nous-mêmes, car seul notre consentement nous relie à ce système. On dit souvent qu'il suffit de dire non, de dire stop. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi prendre conscience que nous sommes dans le consentement et que nous devons comprendre ce à quoi nous consentons. Et j'imagine que maintenant, nous en avons une meilleure idée. Notez bien que être diverain, c'est d'abord un état d'esprit. Pour nous défendre en tant que tel, il est bien sûr nécessaire de bien connaître ses droits, car celui qui ne sait énoncer ses droits n'en a aucun. Alors nous ne ferons pas de référence aux droits biaisés créés par ce système, évidemment. Et là, je vous renvoie à la fameuse pyramide des normes, que l'on pourra trouver bien sûr sur le site internet des résistants. Un mot sur les avantages et les inconvénients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sortir du système n'est pas une mince affaire. La démarche, elle est propre à chaque individu selon sa propre situation personnelle. C'est ce que je disais au début. Il y a une notion de situation personnelle et il y a une situation d'action individuelle. Nous mettons le doigt sur cette action individuelle que nous transformons en action collective. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place cette fameuse stratégie d'émancipation collective pour nous sortir ensemble de ce système esclavagiste. Donc ouais, on conseille de vivement ne pas entamer de démarche de sécession seul et de privilégier le collectif. D'une part pour éviter de se mettre en défaut et de deux pour frapper fort lorsque le moment sera venu. Alors les avantages sont vraiment donnés à titre d'exemple. Vivre libre sans devoir rendre le moindre compte à une quelconque autorité, ne plus être imposable par les impôts sur le revenu, les taxes foncières, etc., ne plus être assujetti aux amendes pour infraction, manquement aux règles étatiques, ne plus être soumis à l'obligation de passer le permis de conduire, bon, même si ça peut avoir du sens évidemment, ne plus souscrire aux assurances pour nos véhicules ou logements. Simplement, en sachant défendre ses droits, le système ne peut rien contre nous. Alors les impôts, le permis de conduire, les assurances, tout ça, les amendes sont parfaitement illégales, illégitimes aux yeux de réelles lois, pas ceux que le système a écrites par-dessus évidemment. Donc ça place les organismes en position de hors-la-loi car ils ne sont pas déclarés au registre du commerce et des sociétés. Il est donc bien question d'un racket organisé. Suite à ça, on doit quand même préciser que le bon sens appelle à l'apprentissage de la vie en communauté à des fins de responsabilité personnelle. Quant aux inconvénients, en fait, ils n'existent qu'à titre individuel. De vouloir précipiter les choses, à être alléché par le fait de ne pas payer ci, de ne pas payer ça, voilà, on fait des démarches pour sortir du système, pour faire sécession, et si on le fait trop tôt sans être préparé, on peut réellement se mettre en défaut, avoir de grosses difficultés financières, et se retrouver bien souvent sans logement, à la rue et sans aucun revenu. Notez que si vous voulez sortir du système, il faut être préparé et déjà bien autonome. C'est pour ça qu'il y a une stratégie qui est mise en place et que nous allons tous ensemble
aller vers cette émancipation, mais d'une manière non précipitée, réfléchie et parfaitement organisée. À présent, si la notion de complot mondial vous laisse dubitatif, voire moqueur, nous aimerions bien que vous nous expliquiez qui, au juste, est capable de mettre en place et d'entretenir une telle mécanique d'asservissement sans que nous en ayons connaissance. La fraude du nom légal est donc un sujet aussi vaste que délicat, car il y a des centaines de manières de l'aborder. Donc chacun aura une vision différente des possibilités qu'offre une telle faille du système. Donc il convient de s'intéresser à tous les points de vue pour s'en faire sa propre idée. Ne faisons donc pas l'économie de recherches approfondies sur cette thématique, il s'agit là de la cause des causes de notre condition d'esclave consentant. Ceci dit, je pense qu'à présent vous connaissez l'essentiel pour passer à l'action. La fraude du nom, c'est une petite faille du système, et lorsqu'on s'engouffre dedans, ce n'est pas juste un petit trou de souris, c'est un réel autre monde qui s'offre à nous. À mon sens, vous savez que maintenant, le système a mis en place une mécanique d'asservissement pointue et très vicieuse, et maintenant qu'on a compris comment cela fonctionne, j'ose espérer que tout coulera un peu plus de source dès lors où on va attaquer les actions liées à la stratégie d'émancipation collective. Maintenant, on va voir ensemble comment on va sortir de ce système illégal, illégitime et frauduleux. Pour conclure, est-ce que quelqu'un nous a déjà présenté la société avant de nous y intégrer sans notre consentement? C'est-à-dire, est-ce qu'on nous a demandé si nous souhaitions intégrer une société qui nous oblige d'appliquer ses propres règles, comme aller à l'école jusqu'à ce que nous soyons adultes, puis travailler pour survivre dans cette société de la concurrence où ils vont puiser un maximum de nous jusqu'à nous dire lorsque nous devons nous arrêter. Oui, car nous sommes leurs marchandises. Ils ont calculé ce que nous allions rapporter en termes de rendement d'esclaves. Alors ils sont en droit, entre guillemets, de nous utiliser jusqu'à notre fin, en nous faisant croire malgré tout que nous sommes des êtres libres. Réfléchissons un peu. Nous naissons libres d'agir sur Terre comme bon nous semble. Prenons juste un peu de recul sur notre condition. Nous naissons libres d'agir sur Terre comme bon nous semble, sans notion de propriété, sans notion d'obligation ou d'appartenance à une quelconque société. Nous avons le droit de jouir des ressources illimitées que la nature peut offrir, à la condition bien sûr que certains ne s'accaparent pas tout pour nous le revendre. Nos seuls devoirs sont ceux de respecter autrui, de respecter le vivant. Car la liberté s'arrête là où celle des autres commence, comme on dit. Tout ceci ne repose donc que sur du bon sens. Revenons donc sur notre schéma. Nous voyons que la fraude du non légal constitue la base. C'est notre ligne directrice et elle doit nous accompagner tout au long de ce que l'on va entreprendre dans cette stratégie. C'est-à-dire que tout ce que l'on va faire devra être fait en pleine conscience de la mécanique d'asservissement et bien sûr de notre capacité à pouvoir la déjouer. Nous savons comment ils s'y prennent pour nous maintenir dans leur système. Nous savons qu'il est possible de représenter ou non cette personne juridique, selon nos intérêts. Votre rôle également est de partager ces connaissances à votre entourage, parce que tout le monde doit le savoir. Il faut aussi prendre conscience de son potentiel de divin. Nous sommes bien sûr des êtres lumineux, créateurs, avec des droits et un libre arbitre. Nul ne peut se positionner entre nous et notre Créateur. Et enfin, savoir agir comme des êtres vivants libres et non consentants. Nous ne devons plus nous positionner comme des esclaves en subissant le diktat de l'oppresseur, mais nous affirmer comme divins, conscients, droits dans nos bottes, débarrassés de cette peur qui cristallise et en étant pleinement responsables de nous-mêmes. Voyons à présent les trois axes que sont l'union, l'organisation et l'action. Quant à l'union, ça va être un axe de communication. Et ce que l'on va rechercher, ce sont des référents. Si vous êtes une personne isolée, bien sûr qu'il convient de rejoindre un groupe de résistants ou d'en créer un le cas échéant.
À ce sujet, nous avons créé un petit guide pour bâtir son propre réseau local, car il est bien sûr nécessaire en ces temps de se bâtir un réseau au niveau local, de rentrer en contact et de retisser des liens humains. Pour ceux déjà ancrés dans des groupes ou des collectifs, l'idéal serait qu'ils déclarent un ou deux référents dont la mission serait d'aller rallier les autres collectifs locaux, une sorte de diplomate qui irait tisser des liens entre tous les collectifs, partageant bien sûr cette même volonté d'agir pour notre liberté. Et pour continuer dans cette dynamique de communication, il est bien sûr du devoir de tout le monde de promouvoir et partager toutes ces initiatives de résistance. Une notion qui va être très importante, c'est celle de garder le lien entre nous, entre résistants. Il n'est pas question d'aller trouver son compte et d'aller s'isoler sur des projets divers et variés, mais bien de garder la communication et de ne pas disparaître des radars. Nous devons nous fédérer, représenter quelque chose. Je sais que chacun a ses intérêts personnels, mais il n'est pas de notre intérêt à tous que de partir s'isoler et de ne plus jamais donner de nouvelles dès lors où on a trouvé ce que nous étions venus chercher dans ces groupes de résistants. Nous devons penser et agir collectif. L'axe organisation, qui est de l'ordre de la structuration, et on va plus chercher des compétences de coordinateur. Le cœur de la stratégie va s'appuyer bien sûr sur les antennes locales, très importantes, ou cellules locales. Car nous comptons bien faire un grand contre-pied au mondialisme en nous appuyant sur l'organisation et redonner le pouvoir au niveau local. L'idée sera de mettre en place des référents et des coordinateurs, tout en sachant bien sûr que l'essor des résistants n'est pas un groupe ni un collectif, et que ces antennes locales pourront être créées dès lors où il y a des référents et des coordinateurs déjà dans des groupes existants. L'idée bien sûr principale étant d'appliquer cette même stratégie de résistance. Aussi formée aux bases de la fraude du non légal que l'on vient d'exposer, d'accueillir, de guider et d'orienter les nouveaux vers des groupes de résistants et vers des groupes de travail, et bien sûr d'organiser des rencontres physiques pour pouvoir incarner le fameux lien entre tous ces collectifs et tous ces nouveaux résistants qui arrivent et qui nous rejoignent. Au premier abord, bien sûr, on y voit beaucoup de responsabilités, mais dans l'idéal, il y aurait plusieurs référents sur une antenne locale et on pourrait éventuellement, bien sûr, se partager les différentes tâches que sont la formation aux bases de la fraude du nom, le fait d'accueillir, de guider vers des groupes de travail et d'orienter vers les collectifs existants en fonction des aspirations, des compétences et des ressources de chacun. Encore une fois, ces référents coordinateurs qui agissent comme des diplomates doivent incarner le lien entre tous ces différents collectifs, ainsi que le lien entre toutes les antennes locales sur le territoire. Le principe étant d'avoir une forte puissance de communication tout en appliquant exactement la même stratégie, dans une optique bien sûr d'efficacité. Quant au troisième axe qui est l'action, il représente la partie opérative. Et là, nous avons besoin d'acteurs, on a besoin d'agir. Et parmi tout l'arsenal d'actions que proposent les résistants, nous avons bien sûr l'union et le réseautage, nous venons d'en parler, créer le réseau sera capital. La réinformation et la contre-propagande sont bien sûr au cœur de la bataille. On pense au Grand Réveil ainsi que la Rose Blanche qui sont très très actifs au niveau de la contre-propagande. Nous avons également la désobéissance civile, les actions subtiles et créatives. On pense par là au non-port du masque, à notre proposition d'action d'enlever le masque dans les supermarchés, ou encore des actions artistiques. Le boycott et les choix judicieux. Alors bien sûr, il ne s'agit pas juste de se débarrasser de sa télévision et d'arrêter d'aller voter. Chaque euro doit être judicieusement dépensé et chaque action réalisée doit être réfléchie. Quelles sont les conséquences de mes actes lorsque j'achète ci ou j'achète ça, ou je favorise ci ou je favorise ça. Un autre point capital de la résistance, c'est l'autonomie sous toutes ses formes.
qu'elles soient alimentaires, énergétiques, monétaires et à présent sanitaires. Et bien sûr, l'absolue nécessité de créer des projets, car pour rappel, nous avons tout de même un monde à reconstruire. Je rappelle que ces trois axes, union, organisation et action, ne sont pas des phases. Elles se réalisent toutes en même temps, selon bien sûr nos aspirations et nos compétences. Je pense que chacun doit pouvoir se placer dans une de ces trois sphères pour pouvoir agir et apporter sa pierre à l'édifice. Pour en savoir davantage sur ce qu'il est possible de réaliser, nous avons mis en place un guide pour créer son réseau local, mais sur ce guide, vous retrouverez toutes les initiatives qui nous semblent humaines, comme Un autre monde, voire les ateliers d'un autre monde, la proposition de la vague, les cantons solidaires autonomes, ou les gros concepts comme MHE, les manifestations hors de l'enclos. Il y a tout à faire, il ne vous reste plus qu'à vous positionner sur toutes ces propositions. Nous avons vu l'aspect global, mais nous avons une proposition un peu plus précise. L'objectif est de représenter une institution de vivant, créer une base de documents administratifs et nous aurions la même en tête, une sorte de royaume de Diverain. Et ça, c'est très important. Se fédérer et créer une fondation libre totalement hors système, signée de tous ses cofondateurs. L'intérêt, c'est d'avoir beaucoup de témoins lorsque l'on signe un document. Ça, c'est la force du contrat humain. Et il ne faut absolument pas négliger la puissance de celui-ci. Quant à la fondation, c'est simple, c'est un État dans l'État. L'avantage, c'est que ces biens sont protégés en son sein, ainsi que l'argent. Simplement, elle est inattaquable, même par un autre pays, un gouvernement ou un quelconque tribunal. Soyez attentifs, c'est comme ça que l'oligarchie procède. Ils mettent en place des fondations. Ça leur permet d'être inattaquables et de planquer tout leur argent. Il en va également de l'acquisition de terres, et ces terres doivent être acquises de manière allodiale, qui est un droit féodal, propriétaire d'un alleu, c'est-à-dire d'une terre non soumise aux droits seigneuriaux. Et les seigneurs, aujourd'hui, nous savons qui ils sont. Sur ces terres, bien sûr, il n'est pas question d'impôt, d'autorisation ou de quelconque permis. C'est nos terres, et on fait ce que l'on veut dessus. La seule condition, comme d'habitude, c'est celle d'être réellement très nombreux à appliquer cette même stratégie. Celle-ci va consister à nous unir, à nous organiser et à passer à l'action en mettant en place cette fondation libre de nombreux êtres diverains prêts à recréer leur propre royaume. En guise de conclusion, l'appel à la sécession est une finalité collective. Nous n'appelons aucun être vivant à sortir seul du système sans avoir pleinement conscience de ses actes. La stratégie consiste à nous organiser pour amorcer la création de notre royaume d'êtres diverains, qui ne peut que s'imposer naturellement et sans la moindre violence. Nous pourrions nous défendre de cet oppresseur, évoluer dans cette société avec plus d'aplomb et de conviction, en sortir et, dans le meilleur des cas, la faire définitivement capoter. Alors bien sûr, il faut du temps pour réaliser et prendre la pleine mesure de la puissance de la fédération d'êtres divins. Et ce n'est pas leur misérable administration frauduleuse qui pourra stopper une vague d'êtres vivants déterminés. Chers résistants, il ne tient maintenant plus qu'à nous d'appliquer cette stratégie d'émancipation collective.